présenter le Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutrition. C'est un plan d'investissement de 5 ans, 2018-2022. Et vous avez vu dans le document que la vision va jusqu'en 2025 pour s'aligner à la déclaration, aux engagements de Malabo. Juste mentionner que c'est un processus qui a débuté depuis février 2017. Je me rappelle lors de l'atelier national de lancement au mois de février 2017. Donc ça a été un processus participatif et inclusif avec la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques financiers. Ma présentation va s'articuler autour de 7 points. Je vais juste rappeler les origines et fondements du PEGNASAN. Quelle est la vision de développement agricole qu'on veut? Quels sont les objectifs de développement du secteur agricole? Quels sont les axes? Vous allez voir qu'il y a les axes du PEGNASAN. Qui parle de plan d'investissement, parle de coût et de financement. Donc, quel est le coût du PEGNASAN? Si on met en œuvre notre PEGNASAN, quels sont les impacts potentiels attendus? Et enfin, vous allez voir que le champ du PEGNASAN est large, donc il nous faut tout un dispositif d'orientation, de mise en œuvre et de suivi-relation. En fait, les PEGNASAN, c'est pour traduire le PDDA, c'est pour traduire le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, qui n'est rien d'autre que le volet agricole du NEPAD. Il faut noter que le PDDA est le cadre de référence pour la conception et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement en Afrique. Quel est l'objectif du PDDA? Le PDDA a pour objectif d'aider les pays africains à atteindre un degré plus élevé de croissance économique grâce à un développement axé sur l'agriculture, donc l'agriculture comme moteur. Ainsi, pour contribuer à éradiquer la faim et réduire la pauvreté, en pensant bien sûr par la sécurité alimentaire et la nutrition. Maintenant, ce qui est important de mentionner, c'est que depuis 2003, le PDDA a bénéficié d'une forte volonté des chefs d'État et de gouvernement, qui a été clairement déclinée à travers la déclaration de Malabo. En fait, lors de cette fameuse déclaration, les chefs d'État et de gouvernement ont pris l'engagement fort d'allouer au moins 10% de leur budget à l'agriculture. Et vous avez vu lors des revues précédentes que le Sénégal fait partie des rares pays à respecter cet engagement de 10%. Toujours en parlant des fondements et origines, donc Maputo c'était en 2003. Après 10 ans de mise en œuvre, il y a eu la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Malabo, où les chefs d'État, à travers une déclaration, ont pris 7 engagements. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à renouveler l'engagement envers les principes et valeurs du processus PDDA. Donc tous les engagements qu'ils avaient pris en 2003 lors de la conférence de Maputo, ils ont réaffirmé leur engagement. Mais il y a de nouveaux engagements. Ils s'engagent à améliorer le financement des investissements dans le secteur agricole. Parce que comme je l'ai mentionné tantôt, quand on a fait le bilan, et ça c'était sous la conduite de Hub des 10 ans de mise en œuvre du PDDA, il y avait beaucoup de pays qui n'avaient pas atteint les 10%, bien qu'il y a eu des avancées. Donc, il y a toujours l'engagement sur le financement. Il y a l'engagement ambitieux, mais qui est là, qui est d'éliminer la faim en Afrique d'ici 2025. L'engagement de diminuer la pauvreté de moitié d'ici 2025. Et ça, l'année de référence, c'était 2014. Donc, en 2025, si on compare les statistiques, l'objectif, c'est de réduire de moitié la pauvreté. Là, c'est un engagement qui va plaire à Sembède. C'est un engagement à tripler le commerce intra-africain. Parce qu'on a vu le constat, si vous regardez le bilan du PDDA, on échange plus avec les autres continents qu'avec nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est de tripler le commerce intra-africain d'ici 2025.
Il y a l'engagement à la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique. Et enfin, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à la responsabilité mutuelle envers les actions et les résultats. Et si vous faites le parallélisme, c'est cet engagement qui nous réunit dans cette salle. C'est cet engagement qui sous-tend la revue conjointe du secteur agricole. C'est l'engagement sur la responsabilité mutuelle. Et là, vous avez la photo des chefs d'État et de gouvernement lors de la déclaration de Malabo, de juin, si ma mémoire est bonne, juin 2014. À côté aussi, comme principe fondement des peignants, on a les ODD. En fait, jusqu'en 2015, on avait les OMD. Mais la situation internationale en 2015 a montré que les ODD ne pouvaient pas permettre d'atteindre les objectifs qu'on avait. Donc, c'est sur ce que la communauté internationale a proposé les ODD, qui sont au nombre de 17. Et le Sénégal, ça je pense que si vous ne l'avez pas, je l'ai dans ma machine. Le Sénégal a élaboré une stratégie pour les ODD. L'autre fondement, c'est il est beaucoup question de changement climatique, des aléas. Donc, il y a l'accord de Paris sur le climat. Le Sénégal a ratifié l'accord de Paris sur le climat au mois de septembre 2016, prenant ainsi l'engagement, bon, ça c'est à l'instar de tous les pays, de mettre en œuvre les efforts secteurs de lutte contre les changements climatiques. Maintenant, le champ. Quel est le champ du Peña San? Non, c'est ça. Ouais. C'est quoi le champ du Peña San? Et vous allez voir qu'ici, il y a une nouveauté. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a eu les Peñas, les programmes nationaux d'investissement agricole. Au Sénégal, le plan d'investissement allait de 2011 à 2015. Et maintenant, on a les Peñas deuxième génération qu'on appelle communément Peña San. On a nos 4 secteurs du primaire classique, agriculture, élevage, pêche, environnement. À côté, on a le bloc sécurité alimentaire, nutrition et protection sociale. Mais on a aussi les ministères connexes. Ça veut dire commerce, industrie, éducation, formation professionnelle, infrastructure. La liste est longue. Donc, tous les sous-secteurs qui permettent de mettre en œuvre la politique agricole sont aussi impliqués dans le Peña San. Un plan d'investissement, il faut que des engagements le justifient. Quels sont les engagements du Sénégal, du Peña San du Sénégal? Les enjeux plutôt, quels sont les enjeux? Les enjeux sont au nombre de 6. D'abord, et si vous regardez, ça s'aligne aux engagements des chefs d'État et de gouvernement. On avait indiqué la fin d'ici 2025. Donc ici, le premier enjeu, c'est de nourrir en quantité et en qualité suffisante une population en croissance rapide et qui s'urbanise. L'autre enjeu, c'est de promouvoir des systèmes de production durables et résilients aux différents chocs. Troisième enjeu, c'est améliorer la compétitivité des produits agro-silvopastoraux sénégalais et assurer leur accès aux marchés domestiques et internationaux. Quatrième enjeu, c'est mieux intégrer les femmes et les jeunes dans le développement. En fait, si vous lisez la déclaration de Malabo, il y a des engagements, il y a des cibles. Et il y a un des cibles qui te dit, même dans le secteur agricole, 30% des emplois doivent être affectés aux jeunes. Donc, c'est ces engagements qu'on a traduits en termes de cibles, d'enjeux. Cinquièmement, on a renforcé la résilience des populations rurales face aux crises d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et si vous regardez dans la littérature, on a vu que ces crises alimentaires sont cycliques. Donc, il faut qu'on soit résilient face à ces crises, sachant qu'ils vont revenir. La dernière en date 2007-2008. Et enfin, améliorer la gouvernance multisectorielle et multipartite du secteur agro-silvopastoral. Et ça, c'est pour faire, on a vu le champ va au-delà de la protection végétale, c'est tout le secteur primaire et c'est tous les acteurs qui tournent autour du développement agricole.
En termes de vision, parce qu'il faut une vision, c'est un secteur agro-silvopastoral et halieutique, garant d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle et porteur et moteur de l'émergence socio-économique durable du Sénégal à l'horizon 2025. Et si vous regardez, cette vision occupe parfaitement la place de l'agriculture dans le plan Sénégal émergent. Dans le plan Sénégal émergent, c'est la même place qu'on a donnée à l'agriculture. Maintenant, en termes d'objectifs de développement, donc l'objectif global du PENIASAN, c'est de contribuer durablement au développement économique du Sénégal, à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutrition des populations sénégalaises. Maintenant, quels sont les résultats qui vont conclure à l'atteinte de ces objectifs? C'est d'abord l'augmentation des productions agro-silvopastorales et halieutiques. Le doyen l'a mentionné le premier jour. Si on a des productions records et qu'on n'arrive pas à les écouler, ça va poser problème. Donc il y a la commercialisation effective de ces produits, le développement des services de qualité. Si on veut augmenter notre part, donc ça de l'investissement privé. Enfin, on a l'inclusion des différentes composantes de la population et des différentes chaînes de valeur. Quels sont les axes du PESA? Ils sont de 6. Donc, il y a l'amélioration et la sécurisation de la base productive, accroissement durable de la productivité et de la production, développement des chaînes de valeur agroalimentaires et agro-industrielles, amélioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la résilience et de la protection sociale des ménages en situation de pauvreté, l'amélioration de l'environnement des affaires, de gouvernance du financement du secteur agricole et de la sécurité alimentaire, et enfin, le renforcement du capital humain, qui est un des facteurs de production. Maintenant, qui parle de plan d'investissement parle de financement, parle de coûts. Et ça, on a la décomposition, la désagrégation du coût global du PENIASAN suivant les composants du PENIASAN. Bon, je ne vais pas lire les montants par composante, mais ce qu'il faut, l'information qu'il faut avoir, c'est que le coût global du PENIASAN Sénégal tourne autour de 2 465 milliards. OK? Maintenant, si on prend les secteurs par secteur, la répartition de ce budget par secteur, on voit que l'agriculture a 1,395 milliards, ce qui représente 56%, élevage 10%, pêche plus de 9%, environnement 7%. Maintenant, à côté, on a des composantes transversales, à savoir la valorisation des produits agricoles, 5,5%, les infrastructures qui sont communes à tous les secteurs, 10%, et la composante coordination, gouvernance, surveillance à 1,75%. Donc voici la décomposition du coût global du PENIASAN. Ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, on a la répartition du coût global suivant les régions administratives du Sénégal. Et là, on voit qu'il y a la région de Saint-Louis qui vient avec 14, qui va prendre 14% du financement. La région de Dakar avec les Niayes, avec l'horticulture, 8%. On a Louga, je vois Matam presque, qui est à 8%. Fatigue à 7,8%. Donc, on a cette décomposition par région. Et ça, ce qui a permis de l'avoir,
dans les fiches de projet que les secteurs ont envoyées, il y avait la colonne zone d'intervention du projet. C'est ça qui a un peu permis de faire cette classification. Et à partir de ça, on a maintenant la répartition suivant les zones agroécologiques. Et là, on voit clairement que on a la Casamance, on a la zone des Niayes avec 18% et la vallée du fleuve Sénégal avec presque 17% du financement. Donc, pour résumer, on a la répartition du budget par région administrative et on a la répartition du budget par zone agroécologique. Maintenant, quand j'ai parlé de 2400 milliards, j'ai vu des gens qui, sur les visages, que 2400 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc, si on met en œuvre ce payant SAN, ce programme d'investissement, quel est l'impact attendu? D'abord, sur le PIB. Et là, vous avez deux situations. Ça, notre année de référence, c'est 2015. Donc, en bleu, vous avez 2015. Non, en fait, ici, c'est la situation sans payant, en bleu, et la situation avec payant. Donc, vous allez voir, par exemple, si on prend l'économie nationale, le scénario tendanciel nous a mené à 4,1%. Et avec la mise en œuvre du payant, on est à 7,9%. Et qui est un peu en phase avec les objectifs qui sont contenus dans le plan Sénégal émergent. Pour l'agriculture aussi, on va, sans la mise en œuvre du payant SAN, la tendance c'est de 4,2%. Et avec la mise en œuvre du payant, on est à 6,3%. Et ça, c'est l'agriculture au sens large. Maintenant, il y a le secteur non agricole et les industries agroalimentaires. En termes de PIB, de valeur ajoutée, disons, par maintenant sous-secteur. On a pour le sous-secteur agriculture qui va passer avec Peyasan, on serait à 7%. Et pour rappel, l'engagement, bon, pas l'engagement, mais l'objectif c'était 6%, d'avoir un taux de croissance moins de 6% sur la période Peyasan. Là, on est à 7%. Pour l'élevage, on serait à 6,3%. Pour l'environnement, à 5,7%. Et pour la pêche, à 3,5%. Ça, c'est l'évolution de l'induit sur l'emploi. On a vu que de 2015 à 2022, 2015 étant des chiffres constatés. Donc, par exemple, si on prend l'économie nationale, en termes d'emploi supplémentaires que le payant SAN va générer, on serait à 354 000 en 2022. Pour l'agriculture, 53 000, sachant qu'on est dans l'économie ouverte où des performances du secteur agricole vont induire des effets dans d'autres secteurs branches d'activité. On a aussi l'emploi, ça va générer sur l'agriculture. L'objectif, c'était de réduire la pauvreté et d'éradiquer la faim. Donc, là, on a la pauvreté alimentaire. On a la pauvreté alimentaire et la pauvreté monétaire. Donc, pour la pauvreté alimentaire, d'ici 2022, la tendance, si on ne met pas en œuvre notre payant SAN, est une réduction de 4%. Mais si on met en œuvre et si on atteint nos objectifs, les objectifs qui sont fixés dans le payant SAN, on aura une réduction de plus de la moitié. Une réduction qui va avoisiner les 53%. Ça, c'est le niveau national. Au niveau rural, sans le payant, on serait à moins 3%. Et avec la mise en œuvre du payant SAN, on a une réduction de moins 56%. En milieu urbain aussi, la différence est énorme. Moins 4% contre moins 40%. Ça, c'est en termes de pauvreté alimentaire.
En termes de revenus, on a noté aussi que si on met en œuvre le paiement, et ça c'est de facto, on va avec l'augmentation des productions, avec l'écoulement de la commercialisation. Donc, on a une augmentation des revenus des producteurs. Et ici, quand on dit producteurs, ça concerne tous les quatre secteurs, élevage, pêche, les éleveurs, les pêcheurs. Donc, on va, au lieu d'avoir un revenu, un PIB par habitant, parce que le proxy qu'on a utilisé ici, c'est le PIB par habitant. Au lieu d'avoir un PIB par habitant de 460 000 francs CFA, on serait à 720 000 francs CFA, PIB par habitant. En termes de dépenses, parce qu'on est dans un pays pauvre, et la nationalité des humains veut que si nos revenus augmentent, on va changer la structure de nos dépenses et on va consommer plus. Donc, même les dépenses de consommation finale par habitant vont augmenter. Au lieu de dépenser 370 000 francs CFA, on serait à 490 000. En termes de consommation alimentaire, parce que ça c'est les consommations, toutes consommations confondues. Maintenant, s'agissant des dépenses de consommation alimentaire, vous avez les deux courbes. Vous avez le scénario tendanciel qui est en bleu jusqu'en 2022. Donc on aurait une augmentation de 30%. Et avec la mise en œuvre du paiement SAN, on a une augmentation de nos dépenses alimentaires qui avoisine les 60%, une augmentation de 60%. Maintenant, c'est avec quel dispositif? Parce que ça, c'est du lourd. Ça concerne tous les sous-secteurs, ça concerne les mini-connexes. Quel est le dispositif qu'on va mettre en place pour mettre en œuvre ce paiement SAN? Il y a eu quelques biais dans le dispositif, mais dans le rapport, ils l'ont mis en format photo, c'est pourquoi on n'avait pas à le changer. Juste mentionner que la nouveauté, c'est la nouveauté, c'est le Haut Conseil agro-silvopastoral et halieutique de sécurité alimentaire et nutritionnelle, présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après, à un autre niveau, on a le comité de pilotage réunissant tous les ministres et présidé par le Premier ministre. Ça, je pense que c'est ça qu'on avait même dans le paiement SAN. On a le secrétaire technique du comité de pilotage qui serait présidé par le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture. On a la cellule technique de coordination, de planification et de surveillance du paiement SAN. Si vous regardez dans le rapport, on a dit que dans un premier temps, ça va être logé à la DAPSA. Ça va être logé à la DAPSA. Maintenant, l'autre nouveauté, c'est l'unité technique dédiée. On a une unité technique de planification, de suivi, évaluation et de communication. L'idée avec cette unité technique, c'est que les membres de cette unité ne vont travailler que sur la mise en œuvre, sur le suivi, évaluation du paiement SAN. Donc, ça va être une structure dédiée. Et on a aussi un dispositif régional de coordination et de suivi des projets du paiement SAN. Et ça, je pense, c'est une innovation de taille. Si vous regardez dans le premier paiement, on avait toute une panoplie de projets et programmes des ministères. Mais il n'y avait pas un suivi coordonné. Donc, il y a ce dispositif régional de coordination et de suivi. Et à côté, on a le groupe dialogue politique et social qui regroupe tous les acteurs, tous les ANL, les acteurs non étatiques. Bon, j'ai fait glisser cette diapo. Ça, c'est juste pour qu'on ait une vue du carnaval du rapport. Si vous regardez dans le paiement SAN, on parle de paiement deuxième génération. Donc, il fallait de facto commencer par le bilan de la première génération des paiements. Donc, ça, c'est le premier chapitre. On a fait le bilan du paiement première génération. Après, on a tout le cadrage stratégique du paiement SAN, vision, objectif, accès stratégique. Qui sont les bénéficiaires et à quel niveau? La description détaillée du paiement SAN. Si vous regardez dans le document, on a tous les projets par secteur. Pour chaque secteur, pour chaque axe,
on a mentionné tous les projets. Il y a des projets qui vont être à cheval, qui sont déjà en cours, mais qui vont aller au-delà de 2018. Donc, c'est dans le pipeline, dans l'enveloppe du Peñasan. Mais il y a aussi de nouveaux projets que les structures eux-mêmes ont proposés. On a aussi le coût et financement, ça j'en ai parlé, les impacts, le dispositif d'orientation. Ça, je ne l'ai pas présenté, mais c'est déjà dans le document. C'est la stratégie de communication. Il y a déjà une stratégie de communication qui sera développée quand on va commencer à mettre en œuvre le Peñasan. C'est un programme d'investissement avec beaucoup de médias, avec beaucoup d'argent. Donc, il y a les risques et mesures d'atténuation. Et enfin, c'est important, on a aussi le cadre de mesures de rendement. D'ici 2025, pour tous les indicateurs, et ça recoupe avec un peu la matrice qu'on a dans notre revue conjointe. Donc, pour tous les indicateurs, on a les objectifs jusqu'en 2025. Président, j'ai essayé de synthétiser un document de 100 et quelques pages. Donc, sûrement, il y a des informations importantes que je laisse. Merci. On n'a pas présenté le document pour discuter le contenu. Ça, c'était votre boulot que vous deviez faire. Dans une autre retraite ou dans une autre réunion, en tant que comité, vous appropriez, est-ce que vous êtes d'accord sur tel passage, vous ne l'avez pas fait. Bon, je ne sais pas. Maintenant, c'est l'atelier national de validation. Et